Je dirais que, alors, donc cette recherche, effectivement, c'était un appel à projet de l'ADEME, un appel à recherche de l'ADEME auquel on a répondu donc avec Pouget Consultant, qui est un bureau d'études techniques. Donc en fait, on est histoire de ville, socio en ville, Pouget Consultant. Pouget Consultant étant beaucoup plus sur une partie technique, nous plus sur une approche sociale, mais on travaille tous ensemble. Donc on forme une équipe de recherche. On a démarré à peu près il y a 1 an et demi. C'est une recherche de 3 ans. Euh, donc, on doit arriver à des résultats à la fin de l'année 2025. L'hypothèse de départ, c'était finalement de se dire que sur les rénovations énergétiques, on est souvent sur une approche très technique et que finalement, on observait de fait un décalage entre les consommations théoriques attendues après rénovation et les consommations réelles qu'on peut observer finalement après avoir réalisé les travaux de rénovation. Et donc, la question était finalement comment on s'appuie d'une part sur les usages des locataires et sur leur mode de vie pour prendre en compte dans la phase de programmation et de conception ces usages pour, pour définir finalement le type de travaux qu'on allait mettre en place et surtout en phase d'exploitation, comment on allait pouvoir accompagner les locataires dans les nouvelles façons d'utiliser différents outils dans leur habitat par rapport à des consommations d'énergie. Euh, donc l'idée de cette recherche, effectivement, c'était de se centrer sur un mode d'accompagnement social qui pourrait avoir un impact sur les économies d'énergie suite à des travaux de rénovation. Et un peu plus largement, on se pose la question de savoir effectivement comment, par cette entrée d'accompagnement social sur les rénovations, sur les économies d'énergie, on peut plus largement finalement aborder les questions de, de transition écologique et de, de aborder les enjeux de transition et écologique. Donc, les questions qui nous animent sont aujourd'hui finalement cet acronyme-là, l'AMU, Assistance à maîtrise d'usage. De quoi on parle finalement quand on parle d'assistance à maîtrise d'usage? D'où vient le concept? Qu'est-ce qu'il recouvre? Quelle est sa réalité en termes à la fois opérationnels et son rôle dans les travaux de rénovation énergétique et comment on peut effectivement le mobiliser? Est-ce que cette AMU, cette assistance à maîtrise d'usage, et donc quel est son impact? Est-ce que c'est vraiment, finalement, est-ce qu'on a un impact réel et suffisant en le mettant en œuvre par rapport à ce qu'on attend, c'est-à-dire d'une part ces fameuses économies d'énergie, mais plus largement, quels sont ces impacts au sein d'une résidence? Et puis, l'AMU et la transition écologique, finalement, est un duo gagnant, c'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'on peut imaginer que cet accompagnement social a un impact plus large que ces économies d'énergie? Est-ce que plus largement, il englobe d'autres aspects de l'habitat? Alors, peut-être juste aussi parler alors avec nous, avec l'équipe. Il y a aussi 4 bailleurs qui sont impliqués, qui sont, on y reviendra, hein, Espacil à Rennes, I3F, Pleine Commune Habitat et Séquence en Île-de-France. Et on a un comité de pilotage aussi qui nous soutient, qui est composé de l'ANRU, de la Banque des Territoires, de la Ville de Paris, et de l'Ordre d'Architectes et de CLCV. Donc, on voulait aussi avoir un comité de pilotage qui représente l'ensemble des acteurs qui interviennent de manière sur nos projets, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a retenu comme définition de l'AMU? Euh, c'est une synthèse finalement, enfin, la définition qu'on vous présente là, c'est le fruit d'un travail de recherche et de synthèse de différentes définitions qu'on a pu lire dans tous les articles qui traitent de l'AMU depuis quelques années. Et donc, on s'est centré sur cette définition. C'est une activité qui regroupe un ensemble de métiers et d'acteurs de la construction
le dénominateur commun de ces métiers est de développer une approche centrée usager dans un projet urbain ou bâti. Et la finalité de cette approche est quant à elle multiple: quête de confort, recherche de performance, qualité d'habiter, amélioration d'une relation client. Vincent, peut-être que tu veux compléter cette Oui, définition. c'est ça. En fait, une des difficultés de la MU, on aurait pu vous demander ça en tour de table, c'est quelle définition vous mettez derrière cet acronyme. Et il est probable qu'on ait tous une définition différente. Et parmi les praticiens de la MU, on a cette différence de définition. Donc pour nous, ça a été important de bâtir cette hypothèse. Et c'est vrai qu'on positionne, et c'est un parti pris, l'AMU comme une activité, puisqu'on sait que certains réseaux vont positionner l'AMU comme un acteur, c'est-à-dire comme un tiers. Nous, on fait le parti pris que c'est une activité au même titre que l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui va ressembler à un ensemble de métiers et d'acteurs de la construction, quoi. C'est vrai que le dénominateur commun, comme le disait Bénédicte, c'est le centre usager. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a dit beaucoup de choses et en même temps pas tant que ça, puisque la finalité, elle, peut être différente. Et c'est ça qu'on va investiguer, quoi. On pose des questions aujourd'hui, peut-être en termes de perspective, sur est-ce que l'AMU est un métier, à quelles conditions il peut être un métier, et surtout, une question de départ qui était importante, c'est quid de la différence entre concertation et AMU? Euh, Mm, Est-ce que l'AMU finalement est un sous-ensemble de la concertation? Est-ce que c'est quelque chose de complètement différent? Est-ce que les objectifs et les attendus de l'AMU se distinguent fortement de la concertation? Donc on avait quand même au départ finalement cette vraie question de l'AMU au sein de tous les métiers finalement, à la fois de l'accompagnement social et de la concertation. On peut vous interrompre sur cette bien sûr. question de Ouais, définition ou ouais, pas? allez-y. Poser Allez-y. une question, puisque vous avez fait cette Mm. recherche un peu historique documentaire de la signification de cet acronyme. Est-ce que, alors plus que la concertation, est-ce qu'à un moment donné, le terme d'AMU n'est pas apparu par un certain nombre, n'a pas été inventé, entre guillemets, par un certain nombre d'acteurs qui étaient dans la coproduction et dans la participation et dans la fabrication euh, associant les usagers? C'est une question que je pose parce qu'effectivement, c'est un peu deux pôles différents de dire AMU, on le définit comme l'AMO et qu'on pourrait dire, on pourrait remplacer exactement dans votre définition Mm. centré usager par centré opération, centré bâtiment, Mm. presque, voilà, ou centré espace. Et ça serait une espèce de définition symétrique. Voilà. Est-ce que dans votre recherche, parce que moi, j'ai pas fait cette recherche-là, vous avez trouvé cette dimension qui, au contraire, est encore au-delà de la participation, la question de la prise, de l'émancipation de l'usager, presque. Voilà, participation. Ouais. C'est vrai qu'on fait pas de diapo sur la mise en perspective historique, mais c'est un terme du coup. Donc l'AMU, enfin vous l'avez bien vu, c'est un clin d'œil à AMO qui est lui-même un clin d'œil à maîtrise d'ouvrage. Et l'AMU va son origine, ça va être les années 80 avec maîtrise d'usage, du coup qu'on va surtout voir dans le champ du développement social, qui va prendre une autre tournure au début des années 2000, notamment avec l'émergence des écoquartiers, où il va y avoir une articulation entre le projet immobilier et ce besoin de prendre en compte les nouveaux modes de vie, quoi. Et c'est à partir des années 2010, véritablement, qui va se formaliser. Donc la première fois, en tout cas de ce qu'on a pu voir, la première fois qu'on va voir cet acronyme, ça va être notamment à Paris sur l'opération dans le 13e. Évidemment, j'ai oublié son nom. Et puis après, il y a un réseau qui va se créer qui s'appelle AMU France en 2013. Réseau qui est constitué de personnes qui viennent de l'habitat partagé, où il y a cette articulation entre projet immobilier et projet humain, d'acteurs de la sociotechnique, et pas nécessairement de la participation. C'est vrai que ce réseau AMU France va pas nécessairement être créé autour de la participation, quand bien même c'est quand même assez ténu, hein, les limites, hein. En tout cas, c'est pas des Mm. spécialistes de la participation ni de la concertation. Et puis après, ça va se développer, quoi. Je sais pas si Mm. tu voulais ajouter quelque chose, Bénédicte. Non, que ça s'est développé en même temps aussi quand on a commencé à parler d'expertise d'usage, et quand on a mis l'usage à toutes les sauces, tu vois, Mm. quand c'est devenu finalement un terme générique obligatoire, ça participe aussi de cette histoire-là, de finalement comment
on s'est centré à un moment donné sur l'usage, finalement, avec un espèce de déplacement Oui. sémantique de l'habitant à l'usage. On peut observer ça, finalement. Mm. Euh, alors, par rapport à ce qu'on a voulu essayer d'investiguer dans cette recherche, on a défini 5 types d'AMI. Donc, 5 types d'accompagnement, si on peut parler comme ça. Donc, on a défini un accompagnement individuel qui est donc centré sur le ménage ou la personne ou le locataire pour effectivement pouvoir l'accompagner dans son changement, enfin, dans les changements que nécessite finalement la rénovation énergétique. On a défini une communication ciblée et engageante, c'est-à-dire comment on travaille à l'échelle de la résidence avec des vecteurs de communication qui peuvent donner du pouvoir, de l'information et aussi du pouvoir d'agir aux habitants, euh, donc dans une approche plus distanciée. Euh, la co-conception qui est véritablement en phase de programmation, comment on travaille avec les locataires sur la définition des futurs aménagements liés à la rénovation énergétique. Le coaching du groupe d'habitants, c'est l'idée de pouvoir former finalement un groupe d'habitants dans une forme d'empowerment pour pouvoir diffuser la culture nécessaire, enfin en tout cas les pratiques et la culture nécessaire à ce changement dans les logements pour qu'eux-mêmes puissent effectivement euh, former et informer leurs voisins. Et le coaching bailleur, c'est comment on forme les organisations, les équipes de professionnels chez les bailleurs à la culture de l'assistance à maîtrise d'usage. Alors, du coup, vous le voyez, en fait, les 5 types d'AMU, comment ils ont émergé, c'est qu'on a fait varier trois variables. C'est l'individu, le collectif, et puis cet espace, enfin, une approche système, et donc cet espace de dialogue entre les parties prenantes qui sont locataires, bailleurs, et puis maîtrise d'œuvre, éventuellement acteurs institutionnels, quoi. Et c'est de ces variations des trois éléments qui ont fait ces 5 types d'AMU. C'est important de noter. Une des spécificités de ces 5 types d'AMU, ils peuvent être portés par un tiers extérieur. Il pourrait y avoir un type d'AMU qu'on n'a pas expérimenté, qui soit intégré au bailleur, quoi. Porté en interne, soit par une personne, soit par un collectif, quoi. Alors, juste pour vous présenter nos terrains de recherche, donc effectivement, on travaille avec ces 4 bailleurs, I3F, Séquence, Espacil et PCH, et donc on a 7 terrains qui se situent pour la plupart donc, à Paris et en région Île-de-France, et donc Espacil est à Rennes. Et en termes d'opération, on a une toute petite opération à Paris avec I3F qui est de 11, un immeuble avec 11 logements. Et le plus gros, finalement, c'est aussi I3F avec 251 logements qui est dans le 12e. Et ensuite, on a 230, 244, 54, 60 et 19 logements à Saint-Denis en diffus. En fait, ça, c'est cette opération-là, c'est ces opérations sur lesquelles on va tester les différents types d'AMU. Et on était vraiment très content d'avoir ces 7 opérations parce que il y avait un panachage à la fois dans, comme l'évoque Bénédicte, dans la taille, entre 11 logements jusqu'à 250 logements, à la fois dans leur localisation entre du diffus et puis des sites beaucoup plus contraints, à la fois, y compris, on a des opérations en ANRU. Après, il va y avoir une distinction dans les phases, dans la temporalité des projets, entre la phase de programmation, conception, chantier, presque livraison, et puis on a aussi une opération qui est intéressante, puisqu'elle est en phase d'exploitation. En tout cas, les derniers travaux de rénovation ont été faits il y a une quinzaine d'années, il n'y a pas de travaux d'entretien qui sont prévus, et donc le bailleur
va se servir de l'AMU pour juste voir un peu d'un point de vue programmatique s'il y a besoin de faire de nouveaux travaux ou ainsi de suite. Donc c'est assez intéressant cette phase-là. Peut-être que vous l'aurez vu, il y a 3 bailleurs qui font partie du groupe Action Logement. C'est quelque chose dont on s'est rendu compte a posteriori. Donc c'est vrai que c'est un biais, mais bon, c'est fait un petit peu comme ça. C'était pas une volonté de notre part. Euh, voilà. En fait, il faut vous dire qu'on a mis presque un an finalement à Mm. quel est notre site de recherche. Et qu'on se rend compte, là, on démarre les AMU, on vous racontera où on en est, et que ce choix des terrains de recherche, en fait, est primordial pour, euh, pour bien mener cette recherche. Et ça n'a pas été simple, pour plusieurs raisons qu'on évoquera ensuite. Alors, juste par rapport euh, au suivi finalement de nos opérations, c'est-à-dire que là, on a défini des cahiers des charges avec les bailleurs, on est en train de, les prestataires sont en train d'être choisis pour toutes les opérations et on a eu les premières réunions de lancement sur certains sites. D'ici septembre, on aura lancé les 7 AMU. Et donc, en termes de suivi, on a un suivi technique avec des capteurs qui sont posés chez un certain nombre de locataires dans chaque opération. Et puis, nous, sur le suivi finalement du social de l'AMU, on est sur de l'observation de ce qu'ont proposé les prestataires dans leur proposition de suivi et sur des entretiens, à la fois avec les locataires et suivi auprès à la fois des prestataires et des équipes chez les bailleurs. Donc, pour lancer ces AMU, effectivement, il y a quelques mois, on avait lancé un appel à prestataires pour essayer de recenser finalement les prestataires qui étaient susceptibles de pouvoir travailler avec nous sur cette recherche. Et donc, c'est un appel qu'on a lancé sur nos réseaux, hein. On l'avait lancé au sein de l'ACAD et on l'a lancé essentiellement sur LinkedIn. Euh, et donc, je laisse Vincent vous présenter le... Et donc, voilà, l'idée, c'était de trouver des prestataires pour nos 7 opérations. Donc, pour ça, on a lancé cet appel à prestataires sur LinkedIn en étant le plus simple possible, c'est-à-dire euh, répondre à un questionnaire élaboré sous Google Form, mais extrêmement rapide, quoi, avec quelques informations sur le nom de la structure, la présentation, le domaine d'activité, et puis un texte de présentation détaillant rapidement l'objet et les attendus de la recherche. On avait volontairement pas utilisé le terme d'AMU, puisque en fait, ce qu'on s'était rendu compte dans les entretiens préalables qu'on avait fait, soit avec des praticiens, soit avec des chercheurs, en tout cas que le terme AMU, c'est un peu comme le terme concertation, il peut être clivant. C'est-à-dire, il y en a qui vont estimer qu'ils font de la bonne AMU, d'autres volontairement s'en dégagent parce qu'ils trouvent ça il trouve que, comme la mauvaise concertation, ça peut être de la manipulation et des choses comme ça. En tout cas, on voyait qu'il y avait un terme assez clivant. Et puis, surtout, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la plupart des personnes ne savaient pas ce qu'était la MU, et certains pouvaient aussi en faire. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, on a plutôt parlé de questionner la relation entre bailleurs sociaux et locataires. On a paru 1 mois cet appel à prestataire et là où on s'attendait plutôt à une trentaine de retours, on a eu 111 structures qui ont répondu à cet appel. Donc pour ça aussi, on a été extrêmement enthousiaste, quoi, enfin satisfait. De cet appel, on a fait une analyse qui est pas exhaustive, en tout cas qui va pas représenter l'ensemble des prestataires, mais pour nous est intéressant puisqu'à l'heure actuelle, on ne savait pas exactement ce que recouvrait le terme AMU. Alors après, il y a Mariana qui, comme l'a dit Bénédicte tout à l'heure, qui porte une thèse et qui va aller beaucoup plus loin. Mais pour nous, déjà, cette base de 111 structures était intéressante. Donc, qu'est-ce que dit l'analyse? Déjà sur la typologie des structures. Euh, c'est que les 3 quarts des structures qui ont répondu sont moins de 5 personnes et 60% sont des indépendants. Et donc, quand on dit indépendant, on parle soit de micro-entreprises, soit d'entrepreneurs salariés au sein de coopératives, soit de SASU. En tout cas, on est sur des très petites structures. Ce qui pose diverses questions, c'est la question
vue du bailleur, du client, c'est peut-être la fragilité, c'est-à-dire comment faire confiance à un individuel, à un individu, à un indépendant, pardon. Et puis de l'accès à la commande, c'est-à-dire comment on repère aussi ces indépendants. Euh, la réponse que peuvent avoir les indépendants, en tout cas en termes de stratégie, ça va être la création de collectifs, structurés ou pas, formels ou informels, pour pallier cette difficulté. Après, on peut se poser la question d'un marché naissant par rapport à cette typologie des structures, puisque au final, il y a 6%, ouais, 6% des structures qui ont répondu qui font plus de 10-15 personnes. Donc voilà. Euh, voilà, c'était ça sur la typologie des structures. Après, on a analysé, Bénédicte, tu peux descendre, la localisation, donc l'implantation géographique. Alors là, il y a quand même un grand biais, un gros biais. C'est nos 7 opérations, comme on l'a dit, sont basées en Île-de-France et à Rennes. Et puis, on l'a dit aussi, l'appel à prestataire, on l'a mis sur LinkedIn, donc il y a ce biais aussi euh, de toucher en premier nos réseaux. Malgré tout, ce qu'on voit, c'est que les implantations sont quand même plutôt dans les grandes villes, Paris, Nantes, Lyon, Montpellier, Rennes, Strasbourg, avec une surreprésentation en Île-de-France, donc près du quart des structures. Et puis après à Nantes, Rennes, Strasbourg, Lyon, ça s'explique. Alors Nantes, il y a il y a un contexte local autour de tout ce qui est participation, concertation qui est très fort. Rennes, c'est l'opération clairement d'Espacil qui était fléchée. Strasbourg, il y a un réseau local de l'assistance à maîtrise d'usage. Lyon, le réseau national AMU France tire son origine de ce territoire-là. Et puis Montpellier, il y a aussi quelques membres du réseau AMU France qui sont présents et qui animent un réseau local. Donc on l'explique. En tout cas, une présence plutôt dans les grandes villes, voire métropoles, quoi. Après, ce que nous a dit l'analyse des candidatures. Donc, vous avez à droite l'ensemble des compétences métiers qui ont été listées, et puis à gauche les récurrences. Et donc, on voit bien que là, on a affaire à comme ça a été dit pour le marché de la participation, à une nébuleuse de compétences, c'est-à-dire il y a plus de 20 compétences métiers qui sont représentées, qui vont des démarches de participation, du design, jusqu'à la gamification, la communication, la prospective, le coaching, la médiation, voire des AMU spécialisés en tiers-lieux, habitat partagé, living lab, habitat inclusif. Donc, vraiment une multitude de compétences. Euh, et quand on fait un zoom sur les structures qui ont explicitement indiqué faire de l'AMU, donc là on est sur une trentaine de structures par rapport aux 111, donc à peu près un quart. Et là les compétences qui viennent en premier sont la démarche de participation, la facilitation, donc tout ce qui va avoir attrait à l'intelligence collective, le design et puis l'architecture et urbanisme, quoi. Donc Mm. c'est assez intéressant comme compétence. Alors je sais pas si déjà ce que cette analyse-là vous fait réfléchir, enfin vous fait réagir ou pas, vous étonne ou vous étonne pas. Est-ce que ça précise peut-être des choses que vous pouviez voir? On va continuer. Pour moi, l'implantation en Île-de-France, Nantes, Rennes, Strasbourg, ça fait aussi référence à quand même des traditions dans ces grandes métropoles de participation des habitants, Mm, à des pratiques qui sont quand même déjà enfin, reconnues, implantées dans ces grandes métropoles plutôt que dans d'autres. mm, Je ne sais pas j'étais pas étonnée de ne pas voir ou Marseille ou Nice ou voilà. Donc, même Mm. s'il y a des envies, hein, mais c'est vrai qu'en Île-de-France, Strasbourg, Lyon, il y a c'est pas une tradition, Il y a une histoire des- locale. voilà, une expérience de recours à un travail quoi, avec les habitants. Mm. mm. Et après, c'est ce qu'on disait aussi en définition de l'AMU. En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles on a aussi porté cette définition, c'est que là, compte tenu des compétences métiers qui sont extrêmement variées, on voit bien que les enjeux, en tout cas les objectifs, sont extrêmement variés, quoi. Entre de la gamification et du design ou de la médiation, les enjeux sont pas nécessairement les mêmes, quoi.
Euh, Là, cette analyse qui suit, donc elle est à la fois tirée de notre appel à prestataire, puis des entretiens qu'on a pu faire. Du coup, je l'ai déjà dit, on voit que les acteurs tels qu'ils sont représentés là, tels que le petit spectre qu'on peut avoir forme une nébuleuse. En tout cas, des similitudes dans ces profils-là, c'est par rapport aux acteurs de la participation. C'est la trajectoire et des profils des intervenants. C'est-à-dire qu'on le voyait, 60% des structures sont des indépendants et donc vont mettre en avant leur expérience passée en tant qu'élu, en tant qu'agent, en tant que consultant dans un précédent bureau d'études. Donc il y a une compétence métier et puis ils vont y ajouter parfois cette compétence AMU, peut-être plus humaine. Voilà, donc c'est une compétence très intuitia personae, quoi. Euh, Ce qu'on voit aussi, c'est une dimension entre militantisme et entrepreneuriat. Militantisme entre porter la parole des habitants, des locataires, de valoriser un pouvoir d'agir, et puis bah, aussi une dimension d'entrepreneuriat, donc de faire tourner son activité. Ça, c'est des choses qu'on peut voir aussi dans le champ de la participation et qui a été bien mis en évidence par Alice Mazot et Magali Angeot. Euh, bon, une dépolarisation apparente des approches, ça, c'est peut-être plus la recherche qui va nous le dire dans la manière dont on va observer comment les AMU sur cette opération se positionnent vis-à-vis de leurs clients et des locataires. Mais derrière ça, c'était la recherche d'un consensus. C'est des sujets actuellement qu'on peut voir sur la concertation et la participation, la fabrique du consensus. Donc est-ce qu'on est dans ce champ-là aussi pour l'AMU? Euh, Par rapport aux spécificités d'un AMU par rapport aux autres prestataires de la participation et qui fait écho à la question de tout à l'heure sur les origines de l'AMU, euh, déjà c'est le champ d'activité d'intervention. On est centré sur l'habitat, l'urbanisme, l'aménagement. Donc le bâti, l'espace public, l'aménagement. Donc ça, c'est important. On est sur une intervention à des moments particuliers dans la vie d'un bâtiment ou d'un projet, c'est-à-dire le moment de la conception ou de la rénovation ou d'un chantier. Donc c'est des moments exceptionnels. On est un peu moins sur l'exploitation d'un site ou voilà. Et puis cette approche socio-technique du métier, donc cette articulation entre un support technique et des usages. Donc une approche un peu technique et en même temps une approche humaine. Donc on est vraiment sur cette articulation. C'est une des spécificités de l'AMU, quoi. Je sais pas si Bénédicte, tu voulais ajouter des choses ou... Non? Est-ce que vous avez des questions jusque-là ou bien des remarques? Oui, remarque. Est-ce que, à un moment donné, la question est venue, je reprends sur cette idée des champs d'activité de l'AMU, qui sont un peu aussi générés par vos propres spécialités ou nos propres spécialités, de la relation qu'il pouvait y avoir entre cette montée d'intérêt pour l'AMU et, comme tu le disais, Bénédicte, donc le mot usage, usager, a pris une importance forte. Peut-être dans nos champs, mais peut-être dans d'autres champs aussi, des champs économiques. Est-ce que vous êtes posé la question de cette relation entre la montée en puissance dans les champs de l'aménagement, mais aussi dans les champs économiques, quand on parle de expérience usagée dans les Mm. domaines numériques, ou, etc., on a là aussi d'autres champs bien plus larges que ceux de l'aménagement. Bien sûr. Il semble que la question de l'usager comme entrer dans le process d'exploitation, de production puis d'exploitation d'un certain nombre de productions, notamment numériques, Mm. a pris toute son importance. Et est-ce qu'il y a des passerelles de l'un à l'autre ou pas? Ou un peu est-ce qu'il y a eu des influences ou pas? C'est une vaste question, on va peut-être y répondre, mais Ouais, ouais, je suis frappée que ça dépasse largement le champ d'aménagement, cette complètement. question de l'usager. Mhm. Complètement.
Bah, l'AMU est un terme autour du bâtiment, de l'immobilier. C'est pas un terme qu'on va, alors je parle sous couvert de Ça, c'est Mariana, vrai. Mm. mais en tout cas qu'on va voir exporter dans d'autres secteurs. Malgré tout, dans les acteurs, il y a des acteurs qui sont spécialisés en immobilier, aménagement, mais d'autres, par exemple, je pense aux designers, je pense Mhm. aux gamificateurs, qui vont être sur plusieurs champs qui sont non sectoriels, et en effet qui vont mettre en avant les compétences qu'ils peuvent développer dans d'autres champs, quoi. L'expérience usage, on parle d'ergonomie, on parle de la médiation, enfin ça peut être en dehors complètement du champ de l'aménagement, mais malgré tout, voilà, il y a des spécificités qui sont qu'on peut retrouver dans l'habitat, urbanisme, aménagement, quoi. Complètement. Du coup, ce qui fait le lien, je pense, c'est les méthodes. Mm, C'est finalement, c'est la méthode qui peut passer, tu vois, d'un secteur à un autre. mm, Euh, Mhm. On le voit complètement. peut-être sur le design, par exemple. Et Mm. euh, Oui, oui, complètement. Enfin, donc, il y a pas mal de ponts à faire, quoi. c'est pour ça que la question de la dépolitisation est importante finalement, parce qu'on dit à la fois il y a une forme de militantisme dans l'AMU, comme on a pu le voir enfin, chez les professionnels de la participation, et puis il y a peut-être une approche plus distanciée par rapport à cet enjeu politique d'empowerment ou d'accompagnement sociopolitique finalement. Et on est dans un autre registre théorique, en tout cas par rapport au champ de la participation. Parce qu'il faut aussi voir, c'est que dans nos 111 structures, il n'y a pas d'association. C'est-à-dire qu'on est tous on est que sur des acteurs économiques et ça, peut-être que le biais, c'est la plateforme par laquelle on a diffusé l'appel à prestataires, LinkedIn, et puis aussi qu'on n'est pas fléché d'opérations en particulier. Euh, donc là, sur nos 111 structures, on n'a pas d'association, mais ça, on va en avoir. Certains bailleurs ont dit, ah, mais attendez, il y a une association locale qui pourrait faire ça, et donc on va les faire revenir dans le projet de cette manière-là. Mais c'est important, puisque c'est un autre positionnement que les 111 structures qu'on a là, puisqu'en lien avec la dépolisation apparente des approches, là, on est potentiellement uniquement sur une liste de prestataires. Donc il y a un lien évident entre un client et un prestataire, et donc il y a cette relation aussi à avoir en tête, quoi, qui est pas neutre. Alors, sur nos premiers questionnements, les conditions d'émergence de l'AMU, une cerise sur le gâteau. Peut-être que finalement, les premiers constats qu'on a pu faire entre nous, c'est les difficultés qu'on a eues à mettre en place ces opérations avec les bailleurs. Et donc, on a vraiment observé les réticences et les freins qui s'exprimaient du côté des bailleurs. Euh, En fait, pour les bailleurs, bon, les 4 bailleurs avec lesquels on travaille sont partants pour mener cette recherche, mais on a bien senti que c'était pas aussi simple et que bon, ben, eux s'étaient inscrits dans la recherche, mais à certaines conditions et avec certains questionnements et certaines réticences. Euh, donc la première réticence, c'est finalement bon, est-ce que ça va servir à quelque chose et est-ce qu'on a le temps en interne finalement de pouvoir porter un dispositif comme l'AMU parce que on est déjà surchargé en fait par rapport à nos opérations et ils avaient très très peur que ça soit un travail supplémentaire que ne comprennent pas forcément très très bien les équipes en place. C'est vrai qu'il faut le voir aussi dans le contexte qui peut être celui des bailleurs sociaux aujourd'hui, soumis à des très fortes contraintes en termes de production, en termes de contraintes financières, voilà, de stress, quoi. Avec des modes d'organisation en Mm, silo mm. extrêmement forts. Donc nous, au départ, on a toujours eu un rapport avec les directeurs de programme. Et quand il s'agit finalement aujourd'hui de mettre en place l'AMU avec, enfin, avec des professionnels qui sont sur le chantier, on voit bien la façon dont les bailleurs sont organisés et le manque de fluidité finalement entre les différents postes et services. Euh, donc ça, c'est un vrai frein. Euh, et une vraie difficulté pour eux. Ensuite, la question de
de la complexité de l'opération. Vincent, tu peux reprendre sur ces opérations dites simples. Ouais, en fait, ce qu'on s'est vu dans la sélection des opérations, c'est que paradoxalement, celles où les opérations qui ont été fléchées, c'était potentiellement les opérations les plus simples. C'est-à-dire qu'il y a peu ou pas d'opposition au sein des locataires, il y a une faible complexité technique, alors qu'on aurait pu imaginer, en hypothèse, en préalable, qu'on allait justement mettre de l'AMU là où il y avait un contexte social peut-être compliqué, un besoin de pédagogie autour d'équipements techniques un peu particuliers. Et finalement, la réponse des bailleurs, ça a été de se dire, bah, attendez, on va plutôt mettre là-dessus euh, sur des choses, des opérations plutôt simples que compliquées. Euh, Ce qui peut questionner la motivation à mettre en place un AMU, quoi. Hmm. Ensuite, on a eu un gros débat sur combien devait coûter une AMU et combien ils étaient prêts à mettre comme budget sur cet accompagnement. Donc, ça a été c'est une question importante pour eux puisque finalement, il faut quand même qu'il y ait une rentabilité par rapport à la mise en place enfin, à cet investissement qu'est l'AMU. Et donc là, il y a finalement un calcul entre combien ça me coûte, cette prestation, et combien j'attends finalement en retour sur un certain nombre d'années par rapport aux économies qu'on va véritablement pouvoir réaliser. Et là-dessus, aujourd'hui, on a des doutes sur, comment dire, sur l'engagement financier, enfin sur le réel gain économique qu'on va à la fin pouvoir réaliser. Euh, Ce point-là, il est important parce que, comme on l'a dit auparavant, c'est une relation contractuelle entre un client et un prestataire. Et donc, il y a cette attente d'avoir un résultat à la fin d'un service qui a été payé, quoi. Donc, ça va orienter fortement les conditions de satisfaction. Je sais pas si ça se dit, en tout cas les éléments de satisfaction du prestataire. Donc, à la fin, il y a besoin de palpables, de résultats, là où l'AMU touche quand même à de l'humain et donc des choses qui peuvent être plus ou moins faciles à quantifier. Et c'est une des difficultés, c'est le dernier point, difficulté à rendre compte qualitativement des apports de l'AMU, notamment autour des gains sociaux, quoi. C'est-à-dire que l'indicateur principal aujourd'hui de réussite pour les bailleurs, il est économique. Et nous, on a finalement tout un travail de sensibilisation à faire sur les bénéfices secondaires de l'AMU, s'il y en a. S'il y en a. Mm. Quels seront-ils et est-ce qu'ils seront suffisants pour finalement convaincre les bailleurs que l'AMU est une, en tout cas, est une plus-value pour leurs opérations? Et puis, peut-être, le dernier point, c'était l'AMU, une culture à construire. C'est que l'AMU est vue encore comme une expérimentation. C'est-à-dire que Euh, il y a cette idée de dire, bah, on va tester, c'est une innovation. Et à partir de là, vu que c'est une innovation, on va mettre en place des moyens, mais il n'y a pas nécessairement cette idée de sortie du laboratoire, de bon, bah, comment on capitalise tout ce qui va être mis en place. Certains bailleurs ont déjà eu des expériences, alors ils appellent ça pas forcément AMU, en tout cas de participation, et on voit qu'il y a cette difficulté à capitaliser, à ce que ça rentre dans la culture de l'entreprise, quoi. L'enjeu là-dessus, il est sur la relation bailleur-locataire, Mm. très clairement. Et donc, on va pouvoir observer finalement qu'est-ce que ça peut modifier dans cette relation-là. euh, et est-ce que c'est pérenne, effectivement, et est-ce que c'est une culture qui peut diffuser au sein de l'entreprise bailleur et plus largement chez l'ensemble des bailleurs. Donc, une cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que pour l'instant, les bailleurs engagés dans cette expérience, dans cette recherche, disent OK, on joue le jeu, on est partant, mais bon, avec comme indicateur principal le gain économique. Et puis, on va bien voir ce que ça donne, mais pour nous, pour l'instant, c'est plutôt du luxe.
Puis quand on parle aussi de culture de l'AMU à construire, c'est qu'intuitivement, quand on parle d'AMU, c'est tout de suite aller sur les éco-gestes, sur en fait accompagner le changement des locataires. Donc plutôt en fin de projet et sans nécessairement remettre en cause tout le process de conception des logements, c'est-à-dire faire intervenir des locataires en phase de programmation où on sait que les enjeux sont différents, peut-être plus stratégiques que en phase d'exploitation où là on va parler des modes de vie et donc on va toucher à des choses qui sont légitimes pour un bailleur de parler quand on parle de l'habitat. Mais malgré tout les modes de vie c'est beaucoup plus large que le logement et donc on touche à des champs qui ne font plus partie maintenant du périmètre d'action des bailleurs quoi. Donc il y a cette vraie difficulté à se dire bah, comment on peut intégrer un locataire tout au long d'une conception, rénovation de logements, quoi. Donc ça, c'est toute l'AMU à construire. Malgré tous ces freins, euh, lors du premier club bailleur, où les 4 bailleurs étaient présents, ils nous ont dit bah, c'est une évidence, la MU. On me dit ah oui, une évidence, pourquoi une évidence? On dit, bah, il nous semble évident qu'il faille accompagner effectivement les locataires, euh, alors que petit à petit, on se rend bien compte que la relation bailleur-locataire, elle est encore aujourd'hui, on dirait un peu, enfin très descendante, bien entendu. Et il y a un regard sur les locataires parce que la question de départ, c'est de se dire qui est responsable finalement de ce décalage entre les, les gains attendus, théoriques, et puis la réalité finalement des dépenses énergétiques. A priori, c'est forcément le locataire. Et donc, cette, cette relation-là, elle est toujours aussi dominante, culpabilisante pour les locataires. Et donc, on se demande si on va pouvoir effectivement, grâce à l'AMU, pouvoir rééquilibrer les forces en présence et la relation bailleur-locataire. Donc, la question, c'est comment on peut mobiliser en interne les équipes, parce que là, on arrive sur les chantiers, on est face effectivement à des gens qui mènent le chantier, qu'il faut acculturer quand même à une équipe AMU qui arrive et qui va devoir s'appuyer sur eux pour travailler aussi. Donc, il y a des liens qui doivent se créer entre les techniciens et les prestataires de l'AMU. Donc, ça, c'est une gageure pour l'instant. Et puis, effectivement, comment on positionne cette AMU dans le système d'acteurs autour du chantier. Donc, c'est un prestataire, c'est une personne en plus. Comment on la positionne, quelles sont les interactions et quels sont effectivement les effets et les impacts de cette interaction sur l'ensemble de la vie du chantier et plus largement finalement de la vie de la résidence après chantier. J'ai une question. Ouais. Oui, est-ce que vous intégrez dans la démarche les fournisseurs d'énergie? Parce qu'en fait, les fournisseurs d'énergie ont aussi des espaces de dialogue. Enfin, je pense à des sites comme le site client d'EDF où les gens qui souhaitent peuvent avoir une information extrêmement précise sur leur consommation d'énergie et donc être informés du fonctionnement. Est-ce que ces gens-là sont intégrés à la démarche ou pas? Alors, les premières AMU qui se sont mises en place, on dit effectivement qu'il allait y avoir un travail avec les fournisseurs d'énergie. Par exemple, de formation, d'analyse du marché possible et comment on pouvait utiliser les outils qui existaient chez les fournisseurs d'énergie dans la démarche d'AMU. Mais c'est le prestataire AMU qui va effectivement s'en saisir. Ok. J'ai également un ou deux commentaires à faire, si vous voulez. Sur la problématique par rapport aux bailleurs, je connais assez bien puisque je travaille sur plusieurs programmes d'accession où on fait de la formation pour I3F et compagnie, enfin pour les locataires devenus propriétaires. Et on voit bien dans la relation donc, entre le bailleur et les locataires que là, dans votre cas d'AMU, c'est le bailleur qui doit investir et finalement, c'est le locataire qui en profite, puisque tous les coûts relatifs à l'énergie, etc., sont des charges qui sont reportées sur le locataire. Donc, la vision qu'on a de ces choses-là, c'est que le bailleur voit ça comme ses œuvres sociales pour faire bien, pour sa notoriété, etc., mais pas vraiment un résultat pour lui. C'est difficile de trouver une compensation.
Donc ça, c'était ma première observation sur le truc. L'autre point que je voudrais apporter, c'est sur l'AMU. Alors là, non pas avec bailleur, mais en copropriété, où c'est encore, si vous avez dit que c'était simple, là, c'est encore beaucoup plus compliqué, puisqu'on est dans des décideurs multiples, il y a une maîtrise d'ouvrage plurielle. Et là, donc l'AMU serait encore plus important dans la mesure, donc l'objectif en tant qu'AMO, l'objectif, c'est d'avoir un programme donc, de travaux efficient pour la maîtrise, la maîtrise des économies d'énergie. Et le résultat de ce programme, il dépend de trois facteurs. De la qualité de construction et des équipements, ok. Deuxièmement, des réglages d'exploitation. Et troisièmement, du comportement, qui dépend de la maîtrise d'usage. Mais donc cette partie-là, ça ne vient qu'en dernier. Il y en aurait beaucoup besoin. C'est pour ça que je me bats contre les contrats de performance énergétique où il y a quelqu'un qui vend des économies, mais alors que c'est à condition, c'est du fait de la qualité, alors que le comportement est le facteur qui a le plus donc d'effet sur les résultats. Et cette assistance à maîtrise d'ouvrage, les copropriétés ne sont pas prêts à la payer. C'est pour ça que je dis qu'en tant qu'AMO, on fait un petit peu d'AMU hein, Hmm. pour être sûr d'avoir une garantie de nos résultats, entre guillemets, hein, une garantie très... Mais ça mériterait d'être proposé. Sauf que, encore plus que pour les bailleurs, encore plus que pour les bailleurs, quand on a un programme de travaux, il faut payer le maître d'œuvre, il faut payer l'AMO, il faut payer le CSPS, il faut payer le truc. Et là, on dirait effectivement, il faut rajouter personne n'est prêt à payer, surtout que dans les copropriétaires, il y a 50% de bailleurs, et que donc, là encore, les économies d'énergie, c'est le locataire qui en profite, mais c'est le propriétaire qui paye. Voilà, donc voilà, c'est une, mais d'aller faire cette recherche, d'étendre la recherche à la copropriété, ça serait intéressant parce que l'AMU est encore plus importante. Hmm. Peut-être que Vincent, tu peux répondre sur la première question, c'est la question de la troisième ligne de quittance. Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des motivations. Enfin, on a parlé d'évidence. Et une des autres motivations à mobiliser de l'AMU, c'est aussi la gestion des impayés. Alors pour certains, enfin, enfin, je dis pour certains parce qu'au final, enfin bon, bref, voilà, on va dire que il y a cette gestion des impayés. Pour les bailleurs, ça peut être intéressant d'avoir cette démarche-là pour justement avoir une économie des charges et donc faciliter le paiement des loyers. Ça peut être aussi la question, comme Bénédicte l'évoque, de la troisième ligne de quittance, c'est-à-dire que les bailleurs sont de plus en plus réticents à mobiliser cette troisième ligne de quittance pour pour financer leurs travaux de rénovation, puisqu'il n'y a pas forcément cette rencontre entre objectifs de performance théorique et puis réel, comme on le disait au début, quoi. Après, sur ce que vous évoquez sur le cas des copros, euh, là, c'est vrai qu'on est presque sur l'accompagnement du changement. Et on voit bien que l'AMU, ça touche à plusieurs euh, compétences. Initialement, comme on l'évoquait tout à l'heure, ça vient de la maîtrise d'usage qui est le partage d'un vécu et qu'on vient intégrer à un projet. Et depuis les années 2010, on change de scope et on est plus sur de l'accompagnement au changement. Comment on fait que les habitants s'adaptent au bâtiment, quoi. Ce qui n'est pas exactement la même, le même, la même dynamique. En tout cas, dans notre projet, on est sur les deux, c'est-à-dire à la fois de l'accompagnement au changement et en même temps de l'intégration d'usage dans les projets immobiliers, comment on adapte le bâtiment aux usages. Mais après, oui, 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 ce serait intéressant de le faire sur les copros. Ouais. Mm. La question, c'est de savoir qui va payer sur les Et copros. ouais. Qui paye l'AMU? Parce que déjà, enfin, vous parlez du problème financier chez les bailleurs, hein, et c'en est un réel. Donc, sur de la copro, qui sera en mesure finalement de pouvoir financer l'AMU? L'AMO est déjà financé, je dirais, à 50% par le public, hein, parce que justement, pour réussir des projets, il a paru évident qu'il fallait qu'il y ait de l'AMO, mais on peut se poser la question s'il ne faudrait pas également imposer de l'AMU et donc participer. C'est une Mm, vraie question. C'est une vraie question, c'est sûr. mm. Et pour finir, du coup là c'était un peu une question prospective, on le voit bien, donc là nous on est centré vraiment sur l'AMU, malgré tout si on veut brosser un peu plus
l'écosystème autour de l'accompagnement à la maîtrise d'usage, on voit tout le développement autour de l'intelligence artificielle et aussi les garanties de performance énergétique qui arrivent. Et du coup, si on se place du point de vue d'un client, euh, quel est l'intérêt d'avoir recours à une AMU par rapport à la mise en œuvre d'une garantie de performance énergétique ou d'avoir recours à des systèmes liés à l'intelligence artificielle, quoi. Euh, Évidemment, on n'est pas sur le même registre, mais comme la question du coût, la question du temps sont des éléments extrêmement importants, dans une démarche comparative, on peut se dire, bon, bah voilà, j'achète une prestation autour de l'IA et puis ma relation au locataire sera beaucoup plus simple à gérer que si je viens faire des ateliers, je viens faire des lieux de débat, confronter, peut-être susciter des conflits. Ça peut être très très insécurisant, quoi. Donc là, c'est si vraiment on prend l'assistance à maîtrise d'usage au sens propre, maîtrise d'usage, quoi. Voilà, donc là c'est plus une dimension prospective, quoi. En tout cas, on l'a dans le scope. Voilà, on a fini notre présentation et en fait, on voulait échanger avec vous sur quelques questions qu'on a effectivement formalisées là. Euh, pour vous, où est-ce que l'AMU est-elle la plus utile? Est-ce que c'est en interne ou en externe? Est-ce que finalement l'AMU doit être mise en place par le bailleur ou par un prestataire qui se situe à l'extérieur Peut-être du qu'on va faire système? d'abord la première question, non? Bah, je vais vous présenter Ah ouais, les trois, les ok. trois et puis on va revenir comme ça en écran tous ensemble. Euh, L'AMU est une culture qui se développe aujourd'hui dans vos structures. Est-ce que c'est une culture qui se développe aujourd'hui dans vos structures et chez vos clients? Enfin, comment vous voyez-vous l'AMU se développer? Et quel avenir voyez-vous pour l'AMU? Comme ça, je vais arrêter le partage, on peut revenir en écran. Voilà. C'était un peu les questions qu'on se posait, c'est finalement, est-ce que vous, dans vos champs d'activité, vous êtes, vous, vous entendez cet acronyme? Déjà, est-ce que vous entendez l'acronyme? Est-ce que l'acronyme a une réalité euh, pour vous et chez vos prestataires, enfin chez vos clients? Et qu'est-ce que ça recouvre finalement? Est-ce que vous qui êtes Alors, René et Pierre-Olivier plutôt dans le logement privé, finalement, est-ce que c'est quelque chose qui se développe dans le cadre des OPA, oui, etc. oui. Et sous quelle Pierre, forme? ton micro. Alors, Oui, avant. oui, voilà. Je voudrais faire un petit parallèle entre le lancement de l'AMO et le lancement de l'AMU. On a créé CoproPlus en 2009 et la première chose qu'on a fait, c'était de l'AMO parce que j'avais réussi à faire ça dans ma copropriété. Et ça n'a pas marché. C'est parce que la copropriété, c'est pas du B2B, c'est pas du B2C, c'est du B2rien. Et il a fallu que il y ait donc ma prime rénov ou etc. qui arrive pour obligation d'un AMO, participation au financement, et ça a fonctionné. Et là, au début, les syndics ne voulaient pas nous voir, et aujourd'hui, les syndics nous font une demande par semaine en moyenne. Et donc pour l'AMU, je pense que c'est la même chose. Comme j'ai exposé tout à l'heure, on en a beaucoup besoin pour faire justement un pendant au contrat de performance énergétique. Et on en a beaucoup besoin, mais par contre, on ne sait pas le financer. Et on pense que ça ne décollera pas tant Hmm, qu'il n'y aura pas donc une impulsion d'une manière ou d'une autre de la personne publique. complètement. Alors, moi, j'ai un complément d'approche. Je voudrais dire que ce sont des sujets qu'on a traités de manière très concrète euh, dans la foulée du Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire au début des années 2010. Moi, j'ai été appelé à travailler sur deux expériences de recherche avec Bouygues et les filiales de Bouygues. La première, c'était justement en lien avec le premier contrat de performance énergétique signé par un bailleur social, mettre en place un système d'accompagnement des locataires pour les aider à intégrer ce qu'on attendait d'eux en termes d'usage par rapport aux améliorations techniques qui allaient être apportées. Parce que tout le monde avait conscience déjà à l'époque qu'il ne suffisait pas
d'élaborer un contrat de performance qui implique en responsabilité le constructeur et l'exploitant, il fallait bien évidemment que l'usager soit pris en compte et réalise aussi l'importance de son action sur l'efficacité du système. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est Bouygues avait lancé une petite recherche il y a une dizaine d'années. Alors, c'était avant que ne se développent tous les sites Internet sur lesquels les gens peuvent accéder à des informations sur leurs diverses consommations. Et il s'agissait en fait de créer une tablette qui était installée dans les logements et qui permettait aux gens d'accéder directement à des informations très précises sur leur consommation d'eau chaude, leur consommation d'énergie, l'évolution de la température de leur logement, etc. C'est-à-dire qu'on avait des capteurs qui étaient installés et on avait une tablette qui était une interface qui permettait aux gens de connaître en temps réel les résultats de leur comportement. Vous voyez, alors ça a été fait. Ça a été fait dans le cadre d'une opération de démolition, reconstruction d'habitat social, où on avait enquêté les occupants sur leur consommation dans leur ancien bâtiment, qui était un bâtiment très déperditif, où ils avaient des systèmes, mais où ils étaient en responsabilité d'usage, puisqu'ils avaient des installations individuelles de chauffage à gaz. Et donc, ils pouvaient piloter leur chaudière, programmer son fonctionnement, etc. Et on les installait dans un immeuble bâtiment basse consommation tout neuf, dans lequel il y avait un chauffage collectif avec comptage individuel de l'énergie, et on leur installait donc une tablette qui leur permettait de contrôler les résultats de leur manière d'utiliser. Donc, vous voyez, la réflexion sur la maîtrise d'usage était déjà très développée à l'époque dans des champs expérimentaux qui impliquaient à la fois bailleurs et constructeurs. Je pense que c'est un sujet qui a intéressé et qui peut continuer à intéresser les grands aménageurs de ZAC, de villes nouvelles, etc. Moi, je me souviens d'expériences qui ont été faites du temps où on avait fait des logements économes en énergie, complètement, complètement autonomes. Il a fallu payer des études pour montrer aux gens qu'il ne fallait pas ouvrir leurs fenêtres, qu'il fallait se conduire de telle ou telle façon. Et évidemment, l'aménageur était passé par les promoteurs pour pouvoir lancer ces actions. Bon, ça reste malgré tout épisodique. Ça ne peut pas faire pour toute l'opération, ça ne peut pas se faire tout au long du temps de développement, mais je pense que ce sont des sujets qui peuvent intéresser des aménageurs et qui veulent prouver ou qui veulent lancer des innovations et, euh, et peut-être même qui veulent répondre à une collectivité qui pourrait demander ça. Hmm. Alors peut-être juste en rebond par rapport à ce que vous venez de dire, René, juste avant, c'est intéressant, puisque là, l'idée de tablette, on est plutôt sur une approche individuelle, si je comprends bien. Oui. Euh, un des points, euh, puisque du coup, comme on l'a dit, là, pour les 7 sites, il y a eu, à chaque fois, on a proposé 3 prestataires et donc on a aussi fait l'analyse des méthodologies. Et il y a quelque chose de récurrent qui vient, c'est cette attention au collectif, quoi. C'est-à-dire que malgré les 5 dispositifs d'AMU qu'on envisage, à chaque fois, y compris quand on est sur de l'accompagnement individuel, il y a ce récurrent de dire passons par le collectif. Et ça, c'est intéressant. En tout cas, c'est quelque chose qu'on voit sur l'AMU, puisque ça fait appel aussi à la question des normes, à la norme du collectif que le collectif peut générer, ainsi de suite. Donc c'est aussi une autre approche que ce qui pouvait se faire certainement uniquement par tablette. Alors ça peut être complémentaire, hein. Mais, mais c'est... Ouais, ok. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a pris le parti aussi d'aller plus loin que les éco-gestes. C'est-à-dire que dans les années 2010, effectivement, on a il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été menées sur les éco-gestes. Comment on Mm, allait pouvoir réduire les consommations à partir de gestes pratiques. Là, on est sur une dimension finalement qui prend en compte certainement les éco-gestes, mais qui est bien plus large et qui mm, interroge le vivre ensemble au sein de la mm, résidence, la relation au bailleur et plus largement et, euh, tout ce que, tout ce qu'implique aujourd'hui les changements par rapport aux enjeux écologiques. Donc ça va du tri au déplacement en passant par la consommation, etc. Donc on a eu des tas de débats sur la question de la sobriété, par exemple, en disant bah, la sobriété, c'est pas forcément
aux locataires du logement social enfin, c'est pas les Hmm. premiers sensibilisés sur ces questions parce qu'ils sont déjà suffisamment sobres pour certains. Et donc, voilà, on a des débats sur qu'est-ce qui, quels sont les sujets connexes aux consommations d'énergie que l'AMU finalement peut investiguer. C'est ça qui, et Hmm. je pense que, enfin, et c'est une hypothèse à l'étape où on en est aujourd'hui de la recherche, mais c'est de se dire que les gains économiques vont pas être si faramineux que ça, et que s'il y a des gains, ils seront plutôt effectivement sociaux au sens large. Il y a un point également Ouais, ouais. dans les propos qui ont été tenus, moi, qui me paraît assez Ah oui, symptomatique. Quand on parle de maîtrise d'usage, à chaque fois, vous faites référence à la question du besoin et à l'interface qu'il y a entre bah, un locataire, puisque là, Mhm. vous parlez d'un locataire, et le locataire, il est parfaitement identifié. Or, souvent, dans les opérations, le locataire, le sujet, il n'est pas là, il n'existe pas. Et de temps en temps, l'objet, le logement, il n'existe pas, parce qu'il est Hmm. il est à concevoir. Donc, Mm, moi, je pense qu'il y a il y a une caractéristique qui est nette, c'est que dans les questions autour de la MU, tout est identifié. C'est-à-dire qu'en fait, on a un locataire, on a un logement, on a un bailleur, on a un espace, Hmm. on a des besoins, des usages. Donc les choses, elles sont parfaitement mesurables, Hmm. observables. Or, en matière de programmation, notamment de programmation de travaux, aussi bien en construction qu'en aménagement, il existe des moments où tout ça n'existe pas. C'est-à-dire que mm, les choses sont à concevoir. C'est-à-dire que l'objet, la chose qui va être le support de tout le travail autour de la maîtrise d'usage, tel que vous l'avez approché, eh bien, ces choses-là n'existent pas parce que soit ce sont des choses qui sont dégradées et donc qui ne sont pas habitées, soit au contraire qui n'existent pas parce qu'elles elles sont pas encore construites. Hmm. Donc D'accord. on est sur un terrain vierge. Donc, il me semble qu'il y a aussi cet Ça aspect-là qui renvoie est à à... la norme. Pardon? Ça renvoie à la norme à ce moment-là, tout simplement. Alors, oui, non. Oui, En fait, ça renvoie à une autre réalité. alors, c'est vrai que déjà, le parti pris de la recherche, c'est sur de la réhabilitation. Et Hum, malgré tout, la majeure partie des travaux qui sont aujourd'hui engagés dans le logement social sont sur de la réhabilitation plus que sur de la construction neuve. hum, Après, malgré tout, et ça on le voit peut-être dans d'autres domaines comme les équipements publics ou les logements, il y a des astuces qui sont utilisées par les assistants à maîtrise d'usage pour faire intervenir ce qu'on appelle des focus group ou des usagers témoins pour intégrer cette notion d'usage, quoi, ou oui. d'usager. Mais, Oui, bon, oui, oui, ils utilisent les personas, oui, mais les, voilà, c'est à la fois des choses qui sont très virtuelles. Voilà. oui, oui, ça peut être très totalisant, très Ouais. Pour normatif, rebondir, ouais. pour rebondir sur la remarque de Jacques et sur la prise en compte par les aménageurs, peut-être davantage de l'usager et de s'appuyer sur les pratiques aussi pour améliorer la programmation. Est-ce que vous avez été sollicité par ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire, c'est-à-dire, je pense que là, il y a la mise en œuvre de nouvelles pratiques et qu'il est peut-être intéressant ou de s'interroger là-dessus et d'accompagner alors peut-être l'usager, mais aussi peut-être le maître d'ouvrage dans cette réflexion. Pour ma part, je travaille plus sur l'urbanisme que sur le logement proprement dit. J'entends la référence usage, assistance Mhm. à maîtrise d'usage, mais je ne l'ai jamais vu utilisé, quoi. Pour moi, c'est assez. Hmm. Donc, ça me semble intéressant. Est-ce qu'on peut élargir ou est-ce qu'au contraire, c'est dilué, quoi? Bien sûr, ouais, complètement, on peut élargir. C'est vrai que, y compris, on parlait tout à l'heure des ponts, des passerelles qui peuvent exister avec d'autres secteurs, y compris dans le domaine de l'urbanisme, on va utiliser plusieurs mots pour parler de l'assistance à maîtrise d'usage.
Je pense notamment, bah, là vous l'évoquez sur l'urbanisme tactique, peut-être que ça va plus intéresser les collectivités, les aménageurs, on l'a beaucoup vu post-Covid, et puis voilà. Ça peut être tout ce qui va être autour de la programmation ouverte avec Bouchin. Les architectes vont pouvoir parler de permanence architecturale. Donc il y a d'autres stratégies, mais on voit qu'il y a malgré tout cette articulation entre un usage, enfin des usages et un lieu physique qui peut être l'espace public du bâtiment ou un quartier, quoi. Mais ouais, complètement. Et je crois qu'il y a Lucie qui voulait parler aussi tout à l'heure. Ouais, alors effectivement. Alors pour rebondir déjà, moi je trouve que au niveau des appels d'offres, si on regarde les appels d'offres, on commence à avoir des appels d'offres intitulés assistance à maîtrise d'usage. Voilà, ça clarifie pas forcément ce qu'on met derrière. Moi j'ai toujours le contenu est un peu flou. Très souvent on est plutôt sur une sorte de participation, la prise en compte effectivement des usages dans la conception de l'habitat ou d'espace public. Voilà, c'est à peu près ce qu'on trouve derrière. Mais moi, je me pose plein de questions en fait en vous écoutant. Est-ce que quand on fait un diagnostic d'usage, qu'on travaille sur l'évolution des modes de vie, sur la compréhension des usages, est-ce qu'on est déjà dans la MU ou pas? Et il y a quelque chose qui m'a un peu surpris en fait dans les différents types d'AMU que vous évoquez, c'est le côté accompagnement individuel, centré sur le locataire, avec un côté, quand je vous écoute, qui est hyper pédagogique en fait. Est-ce que faire de l'AMU, c'est donner des billes pour bien utiliser son logement, etc. Est-ce qu'on est sur quelque chose un peu purement pédagogique ou est-ce qu'on est vraiment sur, pour moi, derrière l'assistance à maîtrise d'usage, il y avait vraiment cette idée de co-construire une réponse et d'être vraiment sur la prise en compte du point de vue de l'usager. Et vous disiez acteur ou activité. Est-ce que c'est un acteur ou une activité? Si c'est une activité, euh, qu'est-ce que c'est en fait comme activité? Est-ce que c'est pas une manière de reposer des choses qu'on fait depuis longtemps, appelées différemment? Voilà, je sais pas. Tu veux répondre, Bénédicte, ou- Ouais, pour la première question, sur diagnostic d'usage, je dirais qu'on n'est pas dans de l'AMU, parce qu'il n'y a Mmh, pas de forme d'accompagnement. c'est Tu vois, ça. on est dans un recueil Non, mais de... tu vois, tu parles d'accompagnement. Est-ce qu'on est dans l'accompagnement? Moi, c'est ça qui me pose question. Est-ce que dans l'AMU, on est dans l'accompagnement ou est-ce qu'on est sur effectivement la prise en compte de l'usage de l'expertise d'usage au même titre que d'autres expertises? Et là, on n'est plus dans de l'accompagnement, tu vois? Ouais. Bah, Et, l'assistance, c'est de l'accompagnement. Ouais. il y a une forme d'accompagnement, et ça rejoint la question que tu poses autour de la pédagogie, effectivement. Mm. Euh, on pourrait imaginer qu'il y ait des AMU sans pédagogie. C'est par exemple le coaching bailleur, le coaching locataire, etc. On va pas, il ne va pas y avoir forcément une dimension pédagogique. Euh, Ensuite, la question de la pédagogie, elle interroge bien évidemment la norme. Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser. Euh, mais aujourd'hui, il me semble enfin, c'est une activité, moi je dirais pour l'instant, qu'il me semble qu'il y a une dimension d'accompagnement, que ce soit de l'information, soit de la prise en compte collective de finalement de besoins, d'attentes, de questionnements, de mode de vie, etc. Mais il y a quand même, on est à côté, tu vois, il me semble que la personne qui va, qu'elle soit interne ou externe, la personne qui est en charge de cette assistance à maîtrise d'usage, elle se situe à côté du locataire. Donc, soit pour écouter, regarder, observer, soit pour accompagner. Mais cette posture du à côté me semble assez importante. Euh, donc, est-ce que, tu vois, la forme d'accompagnement peut certainement varier, mais il me semble qu'il y a quand même la notion d'accompagnement. Mhm. J'ai l'impression. Ouais. En fait, le diagnostic d'usage, c'est tout dépend de la manière dont on le fait. Est-ce que on le fait comme un consultant conseil avec une expertise et je note ce que je vois, ou à l'inverse, il y a quelque chose de beaucoup plus impliquant et j'intègre les usagers dans ce diagnostic d'usage. Où là, on va peut-être être dans une dimension plus d'assistance à maîtrise d'usage. Ça va être sur cette notion-là, quoi.
Après, le côté par rapport à la remarque là, qui est en effet intéressante, uniquement pédagogique, euh, c'est aussi avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, intuitivement, les bailleurs sociaux, quand on parlait d'AMU, ils étaient sur l'éco-geste, quoi. Et on le voit, enfin peut-être que vous l'avez vu, il y a pas mal de rapports qui sont AMU, éco-geste, quoi. Du coup, c'était aussi avoir ce dispositif-là dans le spectre et de voir quels effets ça générait. En fait, on voit aussi dans la pratique, puisque cet accompagnement-là, il a commencé, que il y a à la fois un accompagnement sur la prise en main de son logement, mais on est en train d'élargir son champ d'action, quoi. C'est pas uniquement centré sur enfin, comprenez bien comment votre logement fonctionne. Et d'ailleurs, la question de la posture est importante. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de faire cet accompagnement individuel. C'est-à-dire soit on le fait de façon descendante, comprenez comment votre logement fonctionne, ou bien d'être plutôt sur une posture de coaching, enfin de conscientisation de mon logement et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, ainsi de suite. En tout cas, d'appropriation, ce qui est deux postures différentes, quoi. Mm. Par exemple, les gens qui ont mis des tablettes dont tu parlais, René, Oui, on peut dire que c'était une forme d'AMU. Tu vois, ils ont simplement déposé oui. une tablette et Mhm. recueilli des infos et montré aux gens comment ça pouvait marcher. Euh, Mhm. c'est une forme d'AMU et avec un outil technique assez important. Mhm. Euh, et voilà, et l'idée, c'était de voir quels étaient aussi les outils, les postures, les moyens, le cadre du développement de cette assistance à maîtrise d'usage. Donc, est-ce qu'il y a toujours une fonction pédagogique? Je ne sais pas y répondre aujourd'hui. Je dirais que ce qui est important pour nous, c'est d'étudier la posture, finalement, de cette fameuse AMU, parce que évidemment, on se demande quelle est la spécificité par rapport à la concertation. Et bien évidemment que ça se faisait sous d'autres formes avant, c'est certain. Aujourd'hui, ça, à mon sens, il y a tu vois, un renouvellement de, de pratiques qui existent depuis longtemps, enfin qui existent depuis les années 70. Et donc la question, c'est qu'est-ce que ça recouvre? Et est-ce que c'est une... Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on pose la question de est-ce que c'est véritablement un métier? Est-ce que c'est pas un métier? Comme tu dis, il y a effectivement des appels d'offres qui sortent avec cette spécificité. Comment ils se distinguent de la concertation et de la participation? Qu'est-ce qu'ils attendent finalement les maîtres d'ouvrage quand ils mettent en avant de l'assistance à maîtrise d'usage? L'idée, c'est de pouvoir un peu comprendre ces attentes par rapport à ce qui existe déjà largement. Euh, Dominique, je crois que ouais, Dominique ouais, voulait parler. on finirait Bonjour, là. Désolée. excusez-moi pour mon Bonjour retard. Dominique. Bonjour. Non, je me disais, moi, j'ai plutôt travaillé sur les équipements publics je faisais le parallèle finalement quand un programmiste ou quand il n'y a pas de programmiste, des fois carrément l'architecte fait accoucher son client d'un programme voilà, et donc il y a ce travail avec l'usager quand le client est l'usager, alors ça peut être un- une équipe d'équipement public, ça peut être un client privé pour sa maison, mais quand on fait accoucher de ce qu'ils veulent, est-ce que c'est de la maîtrise d'usage pour vous? Euh, Il y a une recherche en parallèle ouais. qui porte sur les équipements publics, euh, AMU et équipements publics, Mm. effectivement. Donc, Mais après, c'est un autre débat, hein. Mais la programmation et l'AMU, l'AMU fait peut-être un peu consubstantiel de la programmation, mais ça dépend comment on fait la programmation. La programmation peut être des usages et des usagers, ou bien juste la lecture d'un fichier Excel et puis une somme de mètres carrés. Tout dépend en fait comment on fait son métier. Mais après, parfois, peu importe si on parle d'AMU, je pense que c'est la question des usages et des usagers, quoi. Les deux étant importants, parce que les usages, c'est une notion peut-être technique, et les usagers vont apporter le côté délibératif, le côté enfin, mise en mouvement. C'est-à-dire qu'on peut discuter des usages, quoi. Et je trouve que c'est ces deux notions, deux concepts qui sont importants à articuler, après que ça s'appelle de l'AMU ou pas. Ouais. ouais, Je peut-être. peux- En fait, c'est la place de l'usager dans tout Ouais. le processus.
Bénédicte, tu as dit qu'il y avait une autre étude en parallèle sur les Oui, il y a équipements deux publics? recherches. Il y a une autre recherche qui porte sur l'AMU dans la conception d'équipements publics. D'accord. Alors, il y a un guide qui a été créé d'ailleurs, qui a été écrit à l'automne dernier par la Direction interministérielle de la transformation publique sur l'intégration de la maîtrise d'usage, l'assistance à maîtrise d'usage dans la conception des équipements publics. Vous le trouverez sur Internet. D'accord. Mm. Merci. C'était un travail qui était extrêmement critiqué. Enfin, je le dis en parenthèse, c'est pas Ouais, l'objet de ouais, de notre rencontre ouais, ouais. aujourd'hui, mais très critiqué parce que il remet en cause toute une série de pratiques professionnelles, toute une série de référentiels professionnels pour faire en sorte que la MU trouve sa place. Donc, ils écartent un peu Mm, des coudes à toute une série de pratiques en matière de programmation, mm. soit programmation urbaine ou programmation architecturale et technique. Voilà. Bon, mais Ouais, ouais, d'accord, non, c'est intéressant. voilà, Mm. c'est autre chose. Ok, ouais, c'est intéressant. Ok, Mais oui. sinon, moi, je relève bien, Bénédicte, hein, je crois que tu insistes dessus et je crois que tu as raison. Toutes les questions autour de la maîtrise d'usage, après qu'elles soient tenues par un AMU ou par un AMO ou par un programmiste, je dirais même pas, peu importe, c'est bien qu'à un moment ou un autre, il y a des réalités qui sont observables et mesurables. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que la chose soit là, elle soit existante. Euh, donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de, qu'il y a pas ouais, que le besoin soit réellement exprimé par celui qui en sera le réceptacle. Mm. Mm. Ok, Il alors y c'est vrai avait qu'il est d'autres, 10h30. Ouais. ouais, Tu voulais clôturer, je voulais qu'il est 10h30, c'est pour ça on c'est s'était. ça. On s'était dit qu'on arrêtait à 10h30. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques finales? Non, non, moi je trouve que c'est bien comme travail d'étape. Donc je te remercie de faire un second point en fonction de votre avancée. Hein. Oui, là, on est à la moitié. Ouais. Mm. Donc, on sera en mesure de vous délivrer les résultats début 2026. Mm. Voilà. OK. Eh ben, merci en tout cas à vous En tout cas, c'était Merci de super. beaucoup, l'échange. hein. Merci 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 à beaucoup. vous. à tout le monde. Très, Merci très pour les intéressant. échanges.